Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne toujours les propriétés colligatives. Donc, on a vu dans les capsules précédentes qu'il en existe trois qu'on va étudier cette session-ci. Donc, élévation de température, abaissement de température de congélation et pression osmotique. Ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est que la nature électrolytique des solutés va avoir une influence sur ces formules-là. Donc, on se rappelle que la nature électrolytique veut dire dans quelle mesure est-ce que mes solutés vont se dissocier. Donc, on a vu qu'il y avait des électrolytes forts, des électrolytes faibles, des non-électrolytes. Et évidemment, le fait que ces électrolytes-là se dissocient plus ou moins, bien, ça a un impact sur la quantité de solutés présents en solution. Donc, ça va nécessairement affecter les différentes propriétés colligatives. Donc, c'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc, toujours dans les propriétés colligatives sur les sections 2.5 à 2.7. La capsule actuelle va plus se concentrer sur la section 2.7. Donc, petit rappel sur la nature électrolytique. Donc, lorsqu'on parle d'un électrolyte fort, ça veut dire que l'électrolyte se dissocie complètement. Donc, exemple, si vous avez du NaCl, puis on vous dit que c'est un électrolyte fort, bien, le NaCl va se dissocier en Na+, et en Cl-. Si vous avez du NaNO3 et on vous dit que le NaNO3, c'est un électrolyte fort, bien, le NaNO3 va se séparer en Na+, et NO3-. Donc, il faut se rappeler que les ions polyatomiques que vous avez appris, eux autres, ils restent ensemble, donc ils ne se dissocient pas, mais la partie positive et la partie négative vont se dissocier. Donc, lorsque c'est fort, il va y avoir une dissociation complète. Lorsque c'est un électrolyte faible, il va y avoir une dissociation partielle. On avait vu à ce moment-là qu'il y avait deux flèches pour montrer qu'il y avait un équilibre entre les deux. Et non électrolyte, mais il n'y aura pas de dissociation. Donc, faire attention à dissociation et dissolution. Donc, ça peut se dissoudre quand même, mais ça ne se dissocie pas. Donc, ça ne se sépare pas. Pour le moment, vous n'avez pas à connaître par cœur si c'est un électrolyte fort, faible ou non électrolyte. Dans les questions, ça va être marqué entre parenthèses, non électrolyte, électrolyte faible ou électrolyte fort. Ça sera à vous, à partir de cette information-là, à savoir quoi faire avec l'information. Donc, premier cas, vous avez ici à gauche une solution quelconque dans laquelle il y a 5 molécules de soluté. Okay, on parle pour l'instant juste de soluté. Donc, boule rouge, boule bleue, ensemble, c'est votre soluté. Donc, ça peut être exemple NaCl, NaNO3, peu importe. Là. Et on vous dit que c'est un électrolyte fort. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que lorsque vous avez, exemple, 5 molécules en solution et que c'est un électrolyte fort, bien, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez le mettre dans un solvant? Mais il va se dissocier en, mettons, Na et Cl, de sorte que ce que vous avez en solution, c'est plus maintenant seulement que 5 particules. En fait, ce que vous avez, c'est dans ce cas-ci, c'est 10 particules. Donc, on voit que lorsque c'est un électrolyte fort, ben, on multiplie le nombre de molécules par en quoi ça se décompose. Donc, dans ce cas-ci, on multiplierait par 2 parce que mon soluté se dissocierait en 2. Si ma molécule se dissocierait en 3, ben, ici, il faudrait multiplier par 3. Okay, donc, c'est ça, la nature électrolytique. C'est comme ça que ça va venir influencer. C'est qu'en fait, je vais avoir plus de particules que ce que j'ai mesuré comme concentration. Donc, si on continue, si votre soluté, c'est un électrolyte faible, donc on se rappelle qu'un électrolyte faible, ça se dissocie, mais pas complètement. Donc, il y en a qui se dissocient, il y en a qui ne se dissocient pas. Donc, si vous avez, par exemple, encore une fois, 5 molécules de soluté, encore une fois, pour prendre l'exemple de NaCl, et on vous dirait que NaCl, c'est un électrolyte faible, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ces molécules-là qui vont se dissocier, puis une autre partie qui ne se dissociera pas. Donc, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc, là, je l'ai fait arbitrairement. Là. Donc, vous voyez qu'il y en a 2 qui sont restés ensemble et les 3 autres qui se sont dissociés. Donc, dans ce cas-ci, je suis rendu avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis rendu à 8 particules. Donc, lorsque c'est un électrolyte faible, mon nombre de particules est compris entre le nombre que j'aurais s'il n'était pas dissocié, donc 5, et le nombre que j'aurais s'il était complètement dissocié, donc 10. Donc, électrolyte faible, là, il est compris entre les deux extrêmes, donc entre pas dissocié et dissocié complètement. Et vous n'avez pas de moyen actuellement de savoir c'est quoi le nombre, donc on peut juste dire dans ce cas-ci, ce serait entre 5 et 10, donc sans savoir exactement c'est combien.
Donc ça, c'est électrolyte faible, donc une dissociation partielle des molécules. Et non électrolyte, donc ça veut dire qu'il ne se dissocie pas, de sorte que si j'ai encore du NaCl qui est un non électrolyte, mes 5 molécules vont toutes rester ensemble et je vais me retrouver à la fin avec, encore une fois, 5 molécules. Donc on voit que la nature électrolytique a un impact sur la quantité de particules que j'ai en solution. Donc si c'est un fort, ça va tout se dissocier. Si c'est un faible, ça va se dissocier partiellement. Et si c'est un non électrolyte, ben, le nombre de molécules que j'ai mis va correspondre au nombre de molécules en solution. Donc, on va introduire ce qu'on appelle un terme qui s'appelle le coefficient de Van 't Hoff, qui va tenir compte de la nature électrolytique du soluté. Donc, on parle encore une fois juste du soluté. Donc, le coefficient de Van 't Hoff, qu'est-ce que c'est? C'est un coefficient qui exprime le rapport entre la quantité de matière réelle et la quantité de matière apparente. Donc, si par exemple, vous pensez avoir 1 mol par litre, puis c'est un électrolyte fort, il risque d'avoir plus qu'1 mol par litre. Le symbole qu'on va utiliser pour le coefficient de Van 't Hoff, c'est le I, donc I minuscule. Donc, par exemple, si vous avez du NaCl et qu'on vous dit dans l'énoncé que le NaCl, c'est un électrolyte fort, votre NaCl, normalement, devrait se décomposer en Na+, et en Cl-, et il devrait se dissocier complètement, étant donné que c'est un électrolyte fort. Donc, votre I va être égal à 2, parce que votre NaCl se décompose en 2 particules. Autre exemple, si vous avez du MgCl2, et on vous dit que le MgCl2, c'est un électrolyte fort, donc le MgCl2 va se dissocier complètement en quoi? En Mg2+, en Cl- et en Cl-. Donc, on voit qu'il y a 3 particules, un Mg puis 2 Cl. Donc, à ce moment-là, mon I va être égal à 3. Autre exemple, Na3PO4. Si on vous dit que le Na3PO4, donc le phosphate de sodium, est un électrolyte fort, donc mon Na3PO4 va se dissocier en quoi? Il va se dissocier en Na+, 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 et PO4 3- qui, lui, va rester ensemble. Donc, je vais avoir 3 Na+, et 1 PO4 3-, de sorte qu'en solution, je vais avoir 4 particules qui vont se dissocier. Donc, mon I va être égal à 4. NaF, on vous dit que c'est un électrolyte faible. Donc, électrolyte faible, on ne peut pas savoir précisément c'est quoi sa valeur de I. On peut juste donner l'intervalle minimal puis l'intervalle maximal. Donc, si jamais le NaF ne se dissociait pas du tout, ça serait 1. Donc, il resterait sous forme de NaF. Et s'il se dissociait complètement, on aurait Na+ et F- qui se séparaient. Donc, on aurait 2 particules. Donc, comme c'est un électrolyte faible, il va se situer entre 1 s'il ne se dissocie pas et 2 dans ce cas-ci. Donc, on peut juste dire que le I est situé entre 1 et 2. On ne peut pas en savoir plus que ça pour l'instant. On ne peut pas dire 1.5 ou 1.4 ou 1.2. Là. On n'en a pas d'idée. Pour le savoir, il faudrait trouver des valeurs expérimentales. Autre exemple, Ag2SO4, qui est aussi un électrolyte faible. Donc, si le Ag2SO4 ne se dissocie pas du tout, donc c'était un non-électrolyte, il resterait tout sous la forme de Ag2SO4, donc de une particule. S'il se dissociait complètement comme un électrolyte fort, il se dissocierait en Ag+, Ag+, SO4 2-. Donc, il se dissocierait en 3 particules. Donc, comme c'est un électrolyte faible, ça va se situer, son I va se situer entre un non-électrolyte et un électrolyte fort. Donc, dans ce cas-ci, ça serait entre 1 et 3. Encore une fois, on ne peut pas donner de valeur précise au I. Là. Ça peut être 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.4. On ne sait pas. On peut juste dire que c'est entre 1 s'il ne se dissocie pas et 3 s'il se dissocie complètement. Et finalement, le C6H12O6, qui est un non-électrolyte. Donc, lui, il ne se dissocie pas du tout. Donc, comme il va tout rester ensemble, mon I va être égal à 1. Donc, c'est ce qu'on avait pour l'instant dans les exemples qu'on a fait jusqu'à présent, là, dans les capsules précédentes. C'est toujours des I est égal à 1. Donc, c'est pour ça qu'on n'en tenait pas compte. Donc, encore une fois, le fort, dissociez-le complètement. Faible, trouvez les deux extrêmes. Donc, s'il ne se dissocie pas du tout, s'il se dissocie complètement. Et les non-électrolytes, le I est toujours égal à 1.
C'est ce qu'on dit ici. Donc, à cause du coefficient de Van 't Hoff, lorsque la substance s'ionise, donc électrolyte fort ou électrolyte faible, vous devez multiplier le nombre de moles de soluté par un facteur de Van 't Hoff, donc par le I. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Bien, mon delta T d'ébullition, qui normalement est égal à constante ébullioscopique fois la molalité du soluté, on va y rajouter un terme, le I, qui va tenir compte de la nature de mon soluté. Donc, si mon soluté, c'est un non-électrolyte, on va dire que c'est 1, donc c'est comme si ça n'apparaissait pas. Si c'est un électrolyte faible, il va falloir dire, pas faible, fort, il va falloir dire, ben, c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5. Donc, dire, il va falloir nous-mêmes imposer le I. Et si c'est un faible, on ne peut pas le déterminer. Il va falloir que ce soit donné dans l'énoncé ou que toutes les autres informations soient là pour trouver le I. Donc, dans le fond, c'est les mêmes formules qu'on a déjà. On fait juste ajouter un terme pour tenir compte de la dissociation de notre soluté. Tantôt, on va faire des exemples. Même chose pour la température de congélation qui va être rendue à I fois K cryoscopique fois M soluté. Le I correspond à la dissociation du soluté. Donc, on parle toujours du soluté. Et même chose pour la pression osmotique. Pi est égal à I fois C soluté fois R fois T. Donc, on voit que c'est les mêmes trois équations qu'on a vues dans les dernières capsules. On fait juste ajouter un coefficient de Van 't Hoff, donc le I, pour tenir compte de la nature électrolytique de notre soluté. Donc, premier exemple, on vous demande de calculer la température de congélation d'une solution aqueuse. Donc, on sait que notre solvant, c'est de l'eau, qui contient 30 de CaCl2. Donc, on a un pourcentage massique, comme ce n'est pas spécifié. Et on vous dit que le CaCl2, c'est un électrolyte qui est fort. Donc, ça veut dire que votre CaCl2 va se dissocier complètement. Donc, il va falloir en tenir compte. Le tableau des constantes cryoscopiques qu'on a vu dans une capsule précédente. Donc, là, dans une solution aqueuse, donc la température de congélation de l'eau, c'est 0. La constante cryoscopique de l'eau, c'est 1,86. Donc, on peut servir de ces données-là. On prend la formule maintenant modifiée avec le I. Donc, delta T est égal à I fois K cryoscopique fois M soluté. On va tenir compte du I, donc de la nature électrolyte fort de mon soluté. Température de mon solvant, comme c'est de l'eau, c'est 0. La constante cryoscopique du solvant, on l'a trouvé dans notre tableau, c'est 1,86. Notre I est égal à 3. Donc, pourquoi 3? Parce que CaCl2, c'est un électrolyte fort, donc il va se séparer en Ca, en Cl et en Cl. Donc, en 3 particules distinctes. Donc, mon I est égal à 3. Et vous savez que votre pourcentage massique est de 30 donc ça veut dire 30 grammes de soluté par 100 grammes de solution. Donc, on peut utiliser les posons pour transformer les grammes en molalité. Parce que dans ce problème-là, il faut travailler en molalité. Donc, si on transforme ça ici, j'ai fait l'exercice, ça me donne 3,86 mol par kilogramme. Donc, on remplace ça dans notre équation. Donc, notre concentration, notre constante, notre I, comme c'est ici. Donc, I est égal à 3, constante 1,86, molalité 3,86. On va faire x3, étant donné que notre CaCl2, en réalité, il n'y aura pas juste un CaCl2 en solution, mais il va y avoir 3 particules qui vont se dissocier. Donc, c'est là qu'on met notre coefficient de Van 't Hoff ici. On trouve notre delta T, ce qui nous donne 21,54. On se rappelle que dans le cas de la température de congélation, le delta T fait baisser la température. Donc, comme notre solvant, qui est de l'eau, fond habituellement ou gèle habituellement à 0 degré Celsius, et qu'on abaisse la température de 21,54, ma solution va maintenant geler à moins 21,54. Donc, c'est comme ça qu'on fait intervenir le I. C'est que dans le fond, on fait juste l'ajouter à notre équation pour tenir compte de la nature électrolytique du soluté. Deuxième exemple, donc vous avez une solution d'eau de mer dont la concentration est de 0,6 mol par litre. On vous dit que dans l'eau de mer, vous avez du NaCl, qui est un électrolyte fort, et on veut savoir quelle pression osmotique vous devriez appliquer à 25 degrés Celsius pour purifier votre eau. Donc, pour enlever, dans le fond, le sel, gardez juste l'eau pure.
Donc, on sert de la formule de la pression osmotique, auquel on ajoute le I, qui tient compte de la nature électrolytique du soluté. Donc, pression osmotique est égale à I fois la concentration fois R fois T. Dans ce cas-ci, je pense que je vais travailler en kilopascal. Donc, je vais prendre le R du kilopascal pour avoir une pression en kilopascal. Donc, ma concentration, c'est 0,6. Mon R, si je travaille en kilopascal, c'est 8,31. Ma température qu'il faut toujours convertir en Kelvin. Donc, comme j'étais à 25, ma température, c'est 298. Et mon I, qui est égal à 2, étant donné que j'ai un soluté qui est du NaCl, qui est un électrolyte fort. Donc, NaCl va se séparer en Na et en Cl. Donc, mon I est égal à 2. Je vais plugger ça dans ma formule. Donc, mon I qui est 2, ma concentration 0,6, mon R à 8,31 et ma température à 298. Comme j'ai travaillé un R en kilopascal, ma pression osmotique va être en kilopascal. Donc, j'obtiens 2972 kilopascal. Donc, c'est la pression que je devrais mettre sur ma solution pour purifier l'eau. Donc, enlever le sel puis garder seulement que l'eau pure. Maintenant, le I a aussi un impact sur les lois de Raoult. Okay, on n'en avait pas parlé dans les capsules sur les lois de Raoult. On n'était pas rendu là encore. Donc, ça a le même impact que pour les propriétés colligatives. Donc, si on fait l'exemple avec la première loi de Raoult, donc P solution est égal à X solvant fois P0 solvant. Donc, on imagine que le soluté il est non volatile. Là. Ça va être plus simple pour la démonstration, mais ça fonctionnerait aussi avec un soluté volatile. Donc, on imagine une solution. Donc, vous avez des petites boules vertes qui sont le solvant, les petites boules rouges et bleues qui représentent le soluté. Donc, mettons que vous avez du NaCl dans de l'eau. L'eau, ça serait les petites boules vertes. NaCl, ça serait notre soluté. Et pour l'exercice, on va dire que mon soluté, c'est un électrolyte fort. On se rappelle que la loi de Raoult, c'est P solution est égal à X solvant fois P0 solvant. Donc, on va regarder c'est quoi l'impact d'un électrolyte fort sur la fraction molaire du solvant. Donc, si c'était comme ça ici, donc on imagine un premier cas où mon soluté ne se dissocie pas. Donc, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 particules dans ce cas-ci. Sur les 10 particules, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 qui sont mon solvant. De sorte que ma fraction de molaire de solvant, ça serait dans ce cas-ci, oups, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas 6 sur 10, c'est 5 sur 10. Je me suis trompé. Je vais le corriger tout de suite. Ça va être plus facile pour vous autres. Donc, en fait, c'est 5 sur 10. Donc, je recommence. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 particules qui sont mon solvant sur les 10 totales. De sorte que ma fraction molaire du solvant est de 0,5. En fait, ce n'est pas vrai parce que si mon soluté, c'est un... Je vais le changer là aussi, ça n'a pas rapport. Je vois du direct. Si mon électrolyte... OK, je recommence. Donc, ma formule, c'est P solution qui est fraction molaire du solvant fois P0 solvant. Si je suppose que mon soluté, c'est un non-électrolyte, sur les 10 particules, j'en aurai 5 qui sont mon solvant. Donc, on le voit, 1, 2, 3, 4, 5. Puis j'en ai 5, 1, 2, 3, 4, 5 qui sont mon soluté. De sorte que ma fraction molaire du solvant, ce serait 5 sur 10. Si en fait, mon soluté, c'est un électrolyte fort, donc qu'est-ce qui va se passer? Bien, toutes les petites boules rouges et bleues vont se dissocier, comme ça ici. De sorte que ma fraction molaire de solvant, maintenant, c'est plus 5 sur 10. Je suis rendu à toujours 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 sur 15. Je pense que je n'ai pas mis la bonne affaire. Donc ça, on voit que c'est plus bon. En réalité, ce que j'ai, c'est... Je ne sais pas pourquoi j'ai compté 6 tantôt. C'est 5 sur 15, donc 0,3333. Donc, on voit que le fait que mon soluté se dissocie, bien, ça crée plus de particules totales de solution, mais mon nombre de particules de solvant, lui, ne bouge pas. De sorte qu'on voit que la fraction molaire du solvant, elle diminue quand mon électrolyte, lui, se dissocie.
Donc, plus votre électrolyte, plus votre soluté se dissocie, bien, plus que votre fraction molaire du solvant va être petite. On le voit là, plutôt que d'avoir 5 sur 10, je suis rendu maintenant à 5 sur 15. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact sur la loi de Raoult? Donc, la loi de Raoult, c'est P solution est égal à fraction molaire du solvant fois P0 solvant. Si on décompose N solvant, donc c'est le nombre de moles de solvant sur le nombre de moles de solvant plus le nombre de moles de soluté. Donc, ça, c'est la définition de la fraction molaire du solvant. Par contre, quand c'est un électrolyte, bien, le nombre de moles de soluté, lui, peut augmenter parce qu'il va se dissocier. Donc, on va mettre un terme qui est le I, qui va tenir compte de la dissociation de mon soluté. Donc, on voit que plus le I augmente, plus le dénominateur ici est grand, et plus le dénominateur est grand, bien, plus la fraction molaire du solvant va diminuer. Donc, autrement dit, si on veut faire une généralisation, là, plus mon électrolyte est fort, plus la fraction molaire du solvant va diminuer, et plus la pression de la solution va également diminuer. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Conclusion. Pour une même concentration, plus le soluté se dissocie, plus la pression de vapeur est petite. Okay, donc, je vous invite à noter ça. Là, ça peut être important, entre autres, pour l'examen partiel 1. Ça va, donc, comprenez l'idée là. Donc, si je reviens à mon dessin ici de tantôt, donc si je récapitule, donc s'il ne se dissocie pas, fraction molaire 5 sur 10, 0,5, il se dissocie complètement, donc nombre de moles de solvant, lui, n'a pas bougé, mais mon nombre total a bougé. Donc, je suis rendu maintenant à 5 sur 15. On voit que la fraction molaire du solvant diminue. Si la fraction molaire du solvant diminue, bien, nécessairement, si ça baisse, la pression de la solution va baisser. Donc, c'est ce qu'on indique ici. Et on le voit avec le I qui vient s'ajouter au terme du bas ici. Dernière chose concernant le coefficient de Van 't Hoff. Donc, ce qu'on a trouvé, donc les I qui est égal à 2, le I qui est égal à 3, là, on a fait le tableau tantôt. Ça, c'est un I théorique. Pour mélanger l'histoire, il existe aussi un I qui est réel, qui peut être plus ou moins proche de la théorie. Donc, la règle est la suivante. Plus les charges vont être élevées, plus la valeur réelle du I, du coefficient de Van 't Hoff, va s'éloigner de la valeur théorique. Je pense que je vais obligé de recommencer la capsule au complet parce que vous ne voyez plus rien.